Bonjour Olivier Faure. Bonjour Gérard Leclerc. Dans un entretien à la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron annonce qu'il faut se préparer à une rentrée très dure avec des plans sociaux et que sa priorité c'est de dessiner un nouveau chemin pour une reconstruction économique, sociale et environnementale. Vous en pensez quoi? Il a raison. Jusque-là, il a raison. Effectivement, si on s'arrête à cette phrase-là, la rentrée sera dure et il faut effectivement se préparer et donc mettre en place les mesures qui permettent d'épargner les Françaises et les Français. Mais vous l'aurez compris, il nous avait évoqué un nouveau chemin. C'est une nouvelle impasse qui se prépare. Pourquoi il annonce justement des grands chantiers? Des grands chantiers. Oui, le Ségur de la santé, 15 à 20 milliards, l'égalité des chances, la transition des mesures pour les jeunes, la transition écologique, la décentralisation. C'est des grandes réformes, non? Mais les grands mots, ils sont toujours là avec Emmanuel Macron. Il nous avait même dit avant que nous finissions le confinement, qu'on allait tout changer, qu'il y aurait un monde d'après, qu'il avait compris beaucoup de choses. Il précise là, oui. Ah oui, il précise quoi? Il précise justement notamment les grands chantiers. Il précise qu'il ne change pas de cap. Il précise que ce qui était avant son intention se prolonge et on le voit avec toutes les réformes qu'il veut mettre en place. Après, elles sont pas bonnes ces réformes, la décentralisation, vous êtes contre, l'écologie, vous êtes contre? Non mais Gérard Leclerc, soyons sérieux. L'écologie, je suis évidemment pour, mais qu'est-ce qui se passe pour l'écologie? Qu'est-ce qu'il fait pour l'écologie? Il n'a pas encore donné tous les détails, mais enfin, il a dit qu'il fallait... Il n'y a absolument rien. Et ce qu'on voit, c'est que même, y compris, vous avez vu cette expression incroyable, la préférence pour le chômage, à un moment où vous avez des millions de femmes et d'hommes qui sont menacés par le chômage, parler de préférence pour le chômage, c'est indécent. Mais il fait un constat que depuis 20 ans, la France est le pays qui est le plus touché par le chômage. Non, ça veut dire une seule chose, ça veut dire qu'en réalité, il ne va même pas toucher à la réforme de l'assurance chômage qu'il a mise en place et qui va être un massacre pour les Français dès la rentrée prochaine. C'est ça que ça veut dire. Et donc, il y a quelque chose à faire, effectivement. On devrait aujourd'hui être en mesure de se dire, le président a compris quelque chose, il comprend quelque chose de la souffrance des Français, que ça va être dur, la rentrée. Et bien, si elle va être dure, dans ces cas-là, on fait en sorte qu'elle le soit moins. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, la réforme de l'assurance chômage, je viens de vous le dire à l'instant, on la supprime. Pour l'instant, rien. Vous me parlez du Ségur de la santé. Si c'est ça le nouveau chemin, mais vous voyez bien que pour l'instant, on est très loin du compte. 15 à 20 milliards, c'est pas rien, non? Là, on nous balance des milliards, on ne sait pas si c'est pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, sur 10 ans. On ne comprend rien. Et la seule chose qui permettrait à chacun de comprendre ce qu'il se passe, c'est de dire, par exemple, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux médecins, il leur a dit... On va leur donner plus d'argent. Ils demandent entre 250 et 300 euros de plus par mois. Est-ce que chacun pourra en disposer? Pour l'instant, c'est non. Voilà, on nous a tellement expliqué que c'était formidable, tous ces gens qui s'occupaient de nous pendant le confinement, qui étaient là, premiers de tranchée, qui étaient en fait l'honneur de la France, qu'on a applaudi tous les soirs à 20h. Et maintenant... quasiment rien. Donc ça ne va pas. Il faut effectivement que les choses changent vraiment en profondeur. Et donc là, vous ne voyez pas de signe de changement de cap dans ce qui a été annoncé hier? Pour l'instant, c'est trop flou. C'est à la fois flou et ce qui ne l'est pas, la réforme des retraites, c'est embêtant. Alors la réforme des retraites... c'est pas embêtant, c'est que c'est la continuité de ce qui se passait avant. Alors, comme a dit qu'il faut la reprendre, mais avec plutôt, semble-t-il, un allongement de cotisation et plus d'âge pivot à 64 ans. C'est pas la bonne... c'est la réforme que la droite proposait. Donc en fait, on voit bien qu'il a compris quelque chose de cette échéance, c'est qu'il est parti, là où tout le monde avait cru comprendre qu'il avait glorifié l'État-providence au moment de la première intervention télévisée, maintenant on a compris, c'est cap à droite. Mais maintenant, revenons aussi, là encore, à ce qu'il disait. On nous a dit pendant la période de crise sanitaire aiguë du Covid qu'il fallait prendre soin de ceux qui avaient pris soin de nous. Mais la réforme des retraites telle qu'elle avait été envisagée jusqu'ici et telle qu'elle est toujours envisagée, c'est une réforme qui revient précisément sur tout ce qui permettait à ces catégories dites actives de partir plus tôt à la retraite. Il dit exactement le contraire. Il dit que le régime par points sera plus favorable. Il cite les caissières, il cite les livreurs, je crois. Enfin, Il nous avait déjà dit ça la dernière fois. Chacun avait bien compris que ce n'était pas le cas. Les catégories actives, je pense aux infirmières par exemple, qui pouvaient partir à 57 ans. Qu'en sera-t-il? Jusqu'ici, elles étaient obligées de partir plus tard. Maintenant, on nous parle d'allongement de la durée de cotisation. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un éboueur qui a 17 ans d'espérance de vie en moins que n'importe qui, et qu'on a lui aussi glorifié pendant la période du Covid, eh bien, on va lui dire que désormais, il va partir plus tard. Mais il partira pour combien de temps à la retraite? Donc il faut abandonner cette réforme.
tout simplement, pas y revenir. La réforme telle qu'elle a été envisagée jusqu'ici, c'est une réforme très injuste. Et comme je ne vois pas le début du commencement d'une forme de mea culpa de la part du président qui nous dirait j'ai enfin compris quelque chose et je vais faire une autre réforme, c'est pas ce qu'il dit. Mais il dit qu'il reconnaît des maladresses, qu'il est allé trop vite dans les réformes et que là il faut davantage de concertation. Mais c'est toujours des maladresses. J'ai mal communiqué, on m'a mal compris. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'on l'a mal compris, on l'a très bien compris. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire autre chose. Il y a d'autres réformes possibles, et notamment des réformes qui permettent d'être plus justes. Parce que aujourd'hui, le système des retraites tel qu'il est, il est imparfait, mais il est aussi celui qui, en Europe, permet d'avoir le moins de retraités pauvres. Et bien, ça mérite d'être maintenu et soutenu. Alors, on retient également de son entretien un hommage appuyé à Édouard Philippe, une relation de confiance unique sous la Ve République, des réformes historiques. Et en même temps, il ne dit pas clairement, même ne le dit pas du tout, qu'il va le garder. Vous en pensez quoi ? Rien. C'est-à-dire que pour vous, ce serait logique qu'Édouard Philippe parte ou qu'il non, est-ce que je peux être aussi flou que le président ? En fait, c'est incroyable. Faire une interview qu'on nous présente comme l'interview du siècle, dans laquelle il n'arrive même pas à dire s'il garde son Premier ministre ou pas. Ça servait à quoi ? Autre sujet, Airbus, avec donc le choc des salariés, avec la confirmation de 5000 suppressions d'emplois en France. Oui, 15 000 dans le monde. 15 000 dans le monde, 3500 à Toulouse. Le président d'Airbus dit espérer pouvoir sauver 1500 emplois grâce au dispositif de chômage partiel et aux aides à l'innovation. C'est un espoir ? Vous faites la soustraction, 5000 emplois perdus en France, 1500 qui vont être sauvés, il en manque 3500. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, par exemple, vous allez jusqu'à dire que puisqu'Airbus a touché des aides de l'État, on doit l'interdire de licencier ? Toutes celles et ceux qui reçoivent des aides de l'État devrait présenter à l'État, effectivement, un plan qui permet de maximiser le maintien de l'emploi. Et pour ceux, je comprends aussi que dans l'industrie aéronautique, peut-être y a-t-il une évolution qui doit être envisagée, parce que nous allons certainement avoir moins de vols compte tenu à la fois de l'épidémie, mais surtout la nécessité d'un report modal vers d'autres modes de transport pour dépenser moins de kérosène. Donc Airbus, c'est logique qu'Airbus supprime des emplois. Et donc il n'est pas illogique qu'il y ait quelques pertes d'emplois, mais encore faut-il accompagner les salariés et l'entreprise elle-même pour qu'elle puisse muter vers d'autres Donc il faut faire pression pour obtenir un plan social acceptable. Il faut un plan social acceptable, bien entendu, mais il faut aussi que l'État aide les entreprises qui sont pour partie avec un chiffre d'affaires qui va se réduire, à se reconvertir et à bouger, à muter. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Alors, le Parti socialiste, il y a émoi, tension chez un certain nombre de socialistes qui vous reprochent de vous ranger derrière les écologistes au point quasiment de leur laisser la candidature présidentielle en 2022. C'est une posture sacrificielle, dit Patrick Kanner. Vous bradez le PS, disent d'autres. Est-ce que j'ai dit ça ? Est-ce que j'ai dit ça quelque part, où que ce soit ? Alors, il y avait une phrase où le PS prêt à se ranger derrière celui qui incarnera le bloc social écologiste. Oui, on peut le comprendre comme ça. C'est vrai pour les socialistes, c'est vrai pour les écologistes, c'est vrai pour les communistes, c'est vrai pour Donc vous avez été monde. mal compris, quoi. Mais, Gérard Leclerc, je suis rentré au Parti socialiste, j'avais 16 ans. C'est l'histoire de ma vie. Je me suis battu toute ma vie pour combattre les inégalités, pour plus de justice sociale. Et désormais aussi, effectivement, pour avoir une planète qu'on puisse sauvegarder et se battre contre le réchauffement climatique. Tous ces combats-là sont les combats qui m'animent chaque jour. C'est la raison pour laquelle je fais de la politique. Et donc, je souhaite aujourd'hui que le bloc social et écologique l'emporte à la prochaine présidentielle. La promesse née des municipales, c'est effectivement cela. C'est que c'est possible. Enfin, 3 ans après, on se dit qu'il y a un espoir qui arrive. Vous pouvez gagner en 2022. C'est possible de gagner en 2022. Mais ça n'est possible qu'à une condition. Le rassemblement. Si nous nous redivisons, qui est le mal endémique de la gauche, eh bien, il n'y aura pas de victoire et nous serons au deuxième tour, là, à regarder un match entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Si le meilleur candidat est un écologiste, il faudrait être derrière lui. C'est ça ce que vous dites. Ce que je dis, c'est que quand nous aurons, le moment venu, un projet commun, il faudra choisir au sein de ce bloc social et écologique, un candidat ou une candidate. Je souhaite qu'il soit socialiste, mais il peut être d'une autre couleur politique. Autrement, qui pourrait nous suivre ? Alors, rapidement, Ségolène Royal qui est prête à prendre justement, être candidate en 2022 avec une gauche rassemblée. C'est la bonne candidate ?
Ben, j'ai écouté ce qu'elle a dit et j'écoutais attentivement et elle a dit je suis candidate potentielle mais je suis prête à me retirer derrière celui ou celle qui serait le mieux placé. Donc vous retenez la deuxième partie le de bon la état phrase. d'esprit. Vous retenez la deuxième partie de la phrase. Non, je retiens le fait que chacun devrait, cette fois-ci, en finir avec ce bal des égaux qui nous a tellement coûté, ces écuries présidentielles qui sont insupportables parce que chacun vient pour lui-même alors qu'il faut venir pour un projet collectif. Enfin. Marseille, troisième tour pour désigner le maire. Alors ça devient très compliqué, on n'y comprend plus grand-chose. Martine Vassal se retire au profit de Guy Tessier, qui à première vue envisage de récupérer les voix du Rassemblement national. Du coup, il y a un autre candidat à droite qui se présente. Et puis à gauche, Samia Ghali, qui pourtant vient du Parti socialiste. Pour l'instant, elle passe pas d'accord avec Michel Rubirola. Alors, je ne sais pas où elle va et j'espère qu'effectivement, elle ne se trompera pas de chemin. Mais regardez cette situation incroyable. Il y a eu un vote. Les électeurs marseillais ont voté il y a 17 000 voix d'avance pour Michel Rubirola. Et là, dans un espèce de tripatouillage au troisième tour au sein de ce conseil municipal, on ne sait pas encore qui doit être maire. Eh bien moi, je vous le dis, personne ne doit voler la victoire qui a été donnée par les Marseillais à Michel Rubirola. Et donc, Samia Ghali doit passer un accord, doit lui donner ses 8 conseillers. Je ne suis pas là pour dicter la conduite de quiconque. Je dis simplement qu'on doit, en démocratie, respecter le sens du vote. Et le sens du vote, il est clair. Et donc, il faut effectivement que Michel Rubirola puisse être maire. Et cette histoire avec Guy Tessier, effectivement, vous avez raison de le souligner. C'est quand même incroyable que la droite en revienne avec ses vieux démons, qu'elle soit prête à passer alliance avec le Rassemblement national. De quoi parle-t-on? Enfin, c'est quand même, on est dans un retour dans les années Chirac où la tentation avait déjà existé avec. Chirac s'y était opposé. Et Chirac s'était opposé. Merci. À juste raison. Merci Olivier Faure, Romain Desarmes.